de retour en Mayenne pour une virée bucolique sur les routes de campagne. Cette fois-ci, l'objectif est d'arpenter tout le territoire à la découverte de ses trésors et de son histoire. Bienvenue sur Escape. On est de retour pour une petite vidéo détente et découverte du patrimoine mayennais, comme on l'a fait dans l'épisode 1, avec cette fois-ci des activités vraiment cool, puisque cette vidéo est faite en partenariat avec Mayenne Tourisme. Merci les potes. On va fabriquer un couteau, on va donner à manger à des singes, on va voir des chèvres angora, on va aussi goûter un cidre haut de gamme super bon, et je vais faire de l'escalade, moi je vais monter tout en haut. Moi aussi. Et la vidéo vous dira si vraiment il va monter en haut. Je suis en train de m'emmêler dans Yogi. Ouais, comme on est bien quand même là, le long de la Mayenne. En fait, en Mayenne, c'est comme en Islande. Si vous n'êtes pas satisfait de la météo actuelle, vous attendez 5 minutes. Et vous aurez du soleil. Je sais par quoi on va commencer cette vidéo. On va commencer par le refuge de l'Arche, parce que c'est le sujet qui nous tient le plus à cœur. On fait ça. Donc on se retrouve au refuge de l'Arche, on vous explique tout en voix off. Enfin, elle vous explique avec sa belle voix suave. Aujourd'hui, on vous emmène au refuge de l'Arche et on va découvrir un peu les coulisses et même qu'on va donner à manger aux animaux. Le refuge de l'Arche a été créé en 1974 par Christian Hugdet. C'est un refuge spécialisé dans l'accueil et le sauvetage des animaux sauvages exotiques. Ces animaux proviennent de particuliers, de cirques, de laboratoires ou du trafic illégal. Les principales différences entre un parc zoologique et un refuge, c'est que tous les animaux sont issus de sauvetage. Il n'y a pas de reproduction, tous les animaux sont stérilisés, il n'y a pas d'achat, pas d'échange et surtout, pas de spectacle qui met en scène les animaux. Donc le refuge de l'Arche, il est géré par une association, le CEPAN, le Club d'études et de protection des animaux et de la nature. Et l'association a 3 missions principales, la protection animale bien évidemment, la mission de sensibilisation et d'éducation du public et enfin la mission sociale à travers notre chantier d'insertion. Nous avons rejoint Caroline dans les cuisines pour préparer les petits déjeuners des singes. Chacun a un régime alimentaire strict. Certains sont végétariens, comme nous, et d'autres ont des croquettes pour chiens en plus des fruits et légumes. Ici, la plupart des aliments proviennent des invendus des supermarchés. On a coupé et pesé en suivant bien les recettes. Là, c'est pour Rose, une macaque rhésus qui a une histoire particulière qu'on vous raconte plus tard. Donc là, on a rejoint Cindy et on va aller nourrir tous les oiseaux du parc. Parmi tous ces oiseaux, certains viennent de parcs zoologiques, mais la plupart sont issus de particuliers et du trafic illégal. On peut retrouver l'histoire de chaque pensionnaire devant leur habitat respectif. Il y a juste à poser les 3 gamelles par terre Oh bah je vais aller leur dire bonjour. sans écraser personne. Attention, faut écraser personne. Soigneur animalier est un métier passionnant, mais il faut s'accrocher car ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Donc en fait, Cairo, c'est un mâle qui a été saisi chez un particulier à l'âge de 2 mois en 2018. Il a été transféré dans un refuge de transit dans la Loire avant d'arriver chez nous en 2021. Donc il était détenu chez des particuliers qui n'avaient pas les autorisations nécessaires pour le détenir. Et il y a aussi 2 tigresses avec lui. Oui, c'est ça. Il y a Magnolia et Yuvalissa, 2 tigresses qui ont été sauvées de la guerre en mars 2022 en Ukraine. Elles sont arrivées chez nous en juin 2023 et puis maintenant elles cohabitent avec Cairo et tout se passe bien entre les 3. Il est temps d'aller nourrir les singes, alors on charge la remorque avec les cagettes de nourriture avec Elora pour aller faire la tournée de l'après-midi. Je répartis ça dans les 4. Ouais. On rentre avec. Ouais. Il protège sa salade. C'est ma salade, hein, faut pas déconner. Cette île est celle du mandrill. Et croyez-moi, il ne vaut mieux pas se retrouver nez à nez avec lui, car il est vraiment très dangereux. Elle garde le terrain. Ouais, c'est ça. Elle vient de me dire. Vous savez nager ou pas? Oui. Oui. Ouais, parce que j'ai pas le droit de vous emmener si vous savez pas nager. Ah c'est bon, je sais nager. Alors attention à vous parce qu'il y a des planches pas très stables. Cette fois-ci, il n'y a pas de danger. Ce sont les 2 lémuriens que nous allons voir, Kangou et Papy. Papy est un lémurien hybride. Il est né en laboratoire et Kangou a été saisi chez des particuliers. Comme il est posé là-haut sur son caillou, t'as vu? Alors Rose, c'est une femelle macaque rhésus qui a vécu la majeure partie de sa vie en laboratoire. On peut voir sur elle qu'elle a un tatouage où
il est inscrit R2. On suppose que c'est pour reproductrice 2 parce que c'était une femelle qui servait justement à la reproduction. Et quand elle est arrivée en 2015 au refuge, elle a tout découvert. Elle a découvert le soleil, le vent, les déplacements en 3 dimensions. Donc c'est une belle histoire rose d'un sauvetage de laboratoire. Prend les petites routes de campagne mayennaises direction Moher-du-Maine à la ferme de Brisane pour découvrir la production de laine mohair toute douce. On y est accueilli en fanfare par les toutous de la ferme. Bonjour. Ouh là là. Et voici Emmanuel, l'hôte de cette terre, qui nous partage sa passion du mohair et qui nous fait une belle visite de la ferme pour nous présenter à ses chèvres angora. Le mohair, ça pousse comme nous les cheveux à peu près 1 cm par mois. Il faut 7 cm minimum pour passer en filature. Donc on les tond tous les 6 mois. Et regarde là-bas derrière, tout le monde qui regarde. C'est bon, Oasis, voilà, il est en train de te faire les poches. Parce que de toute façon, Bah alors, c'est toi Oasis? Les chèvres angora sont super sociables, tellement douces et vraiment trop mignonnes. Et maintenant, direction la boutique. Les chèvres, elles sont tondues 2 fois par an. Donc c'est vrai que bon, un comme ourson ou oasis qu'on a vu qui fait 40 kg, bon c'est déjà des belles bêtes, mais en moyenne j'ai dit elles font 30 kg à peu près. Et sur une tonte, elles font en moyenne 2,5 kg. Donc c'est-à-dire qu'elles font en moyenne 5 kg de laine par an pour une petite bête de 30 kg. En fait la chèvre angora, toute son énergie part dans la laine. Et je travaille avec l'atelier Jolie. Donc il y a une partie qui est tricotée chez elle. Par exemple les chaussettes, je peux lui demander par exemple de me faire des gants, des tours de cou, des dentelles, elle a une machine à dentelle. Et moi le reste je récupère la laine et je la tricote. Les clientes viennent acheter des plots et elles ont aussi les fiches tricot, les idées pour pouvoir tricoter chez elles. Les chèvres d'Emmanuel passent leur vie entière à la ferme de Brisane où elles sont choyées et câlinées avec amour tous les jours. C'est l'heure du dîner pour Oasis et ses copines et nous, on se retrouve demain à Sauges pour un peu d'exercice. On a rejoint Pierre dans la vallée de l'Erve pour faire de l'escalade en pleine nature. C'est mal du soleil, faut grimper. T'as une petite araignée sur... Ah, c'est pas une araignée. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Hop là, allez, parti. C'est à peu près partout le même discipline. D'accord, ok. On est sur du 4C, 5A, 5B grand max. Ça, c'est les niveaux. Ouais, c'est les niveaux Ok. en fait, ça se décline de 3 à de 2. 2 c'est de la randonnée quoi. Jusqu'à 9. Et après, en fonction de chaque chiffre, il y a une lettre A, B ou C. Ça faisait des années que je voulais refaire de l'escalade en extérieur, alors j'étais super excitée à l'idée de grimper. Les débuts n'étaient pas simples, mais en gagnant en confiance, j'ai pris un plaisir fou à monter tout en haut. Il paraît que c'est une corde professionnelle de championnat. Donc elle grimpe plus vite. Ah, du coup, là, en Là, 4 c'est secondes, easy. t'es là-haut. Exactement. D'accord. Seconde, j'aimerais bien voir. J'ai plus de bras. Je suis mort. La vallée de l'Erve, ce n'est pas qu'un endroit paradisiaque en pleine nature. On l'appelle aussi la vallée des grottes de Sauges. Là, on va visiter la première grotte, c'est la grotte Rochefort. Au temps de la préhistoire, ces galeries n'existaient pas. Elles ont été creusées en 1879 par un homme.
Sa curiosité l'a poussé à aller voir ce qui se cachait derrière un trou de chauve-souris et il y a découvert un lac souterrain. C'est ici qu'on a retrouvé des objets tels par exemple des ossements et des petits outils aussi en pierre. Et tous ces objets, on peut les retrouver au musée. Le musée des grottes de Sauges présente des objets originaux découverts dans les grottes Rochefort et Margot, mais aussi sur tout le département de la Mayenne. Des objets qui témoignent de la vie des hommes et femmes qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années en Mayenne. Maintenant, on va visiter la grotte Margot. Il paraît qu'elle est plus étroite et qu'on va y trouver des peintures et des gravures. La grotte Margot tient son nom d'une légende. L'histoire raconte que Margot avait habité cette grotte car elle n'avait pas les moyens de se payer un toit. Un jour, elle conclut un pacte avec le diable. Elle lui prête sa grotte une semaine en échange d'un trésor. J'espère que la visite vous a plu et n'hésitez pas à venir voir de vos propres yeux les trésors de la préhistoire. Alors aujourd'hui, on est à la cidrerie Bordelais, juste avec Julien, qui va nous faire visiter donc la cidrerie et nous parler un peu de leur façon de faire, qui est artisanale. D'ailleurs, tu appelles ça comment? Parce que dans le vin, on appelle ça des vendanges. On appelle ça plus de la récolte. Parce que Plus la récolte, si on dit ok. cueillette, c'est ramasser dans l'arbre, alors que nous, on ramasse par terre, Ok. à quatre pattes. Donc c'est vraiment de la cueillette, de ramassage au sol manuel. La cidrerie Bordelais, c'est une histoire de famille. Julien et sa sœur Romane sont sur le point de reprendre la cidrerie de leur père Éric Bordelais. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, on va découvrir les secrets de la fabrication du cidre bordelais. Après la récolte, les fruits sont broyés, puis le jus est filtré, décanté, mais je ne vais pas vous en dire plus car il ne s'agit pas d'une simple recette. Il y a un véritable savoir-faire qui a été créé par Éric Bordelais il y a plus de 30 ans et qui s'exporte aujourd'hui à l'international. La famille Bordelais fabrique aussi du Poiré, du Cormet et du Calvados. Donc calvados de pommes et calvados de poire. Donc le calva qui est mis dedans, donc il est rentré à 71-72% et c'est commercialisable à partir de 44 degrés. Donc il faut attendre 20-25 ans qu'ils perdent en alcool grâce au fût où l'alcool va s'évaporer pour perdre 1 degré, 1,5 degré par an. Donc 25 ans d'attente, de vieillissement. Alors cidre argelette, donc l'argelette c'est le nom du schiste, le caillou qu'on retrouve chez nous, c'est un schiste rouge très ferreux. Et pour le poiré c'est le granit, donc c'est un caillou aussi mais une roche plus dure et qu'on retrouve aussi sur le domaine, quoi. On en fait 4 cidres, donc on a un cidre tendre, donc qui est doux, on appelle ça doux, donc ça fait 4,5 en degrés. Et ensuite on a le demi-sec, donc c'est le brut tendre, donc qui fait 5,5 degrés. Et ensuite on a le brut, qui est un peu plus fort, un peu plus de caractère, qui fait autour des 7 degrés. Et ensuite, en dernier, en cidre, on fait l'argelette, donc qui est millésimé, donc on met le petit macaron millésimé, donc on peut le faire vieillir. Et ensuite, on a 2 poirées, donc la cuvée de soif, donc le poiré authentique, donc là on peut retrouver une 10-15 variétés de poires différentes. Et ensuite, on a le granit, et là on a des poires, on a une 10-15 variétés pareilles, mais des poires issues de très vieux arbres, 200-300 ans. Donc ils sont plus concentrés, on va chercher la minéralité. Et là, c'est plus à faire des accords sur les desserts ou sur un peu de fromage ou sur des poissons aussi. On a été subjugué par l'intensité des saveurs et on vous invite à découvrir le cidre bordelais que vous pouvez trouver au château de la Sey, à la cave du marché de Mayenne et chez plusieurs cavistes lavallois. Pour ce dernier arrêt, on se rend au bord de la Mayenne, à La Roche-Neuville. Cette maison éclusière de 1874 accueille les ateliers de la seule coutellerie du département, la coutellerie du Maine-Anjou. En fait, les gens peuvent venir, je vois qu'il y a plusieurs petits étaux en fait. Exactement, ouais. Les gens- En fait, pour les stages, nous on va jusqu'à 5 personnes ici dans l'atelier. Après, des fois, on fait des groupes de 10 voire 15 personnes, même des entreprises. Ici, on peut acheter des couteaux fabriqués à la main, mais on peut aussi faire des stages pour réaliser son propre couteau. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Tristan.
Donc c'est un couteau qui a été créé par Antoine Faucheux, donc mon responsable, il y a une dizaine d'années maintenant. Et en fait, il a mis quelques petites particularités de l'Anjou dans la forme globale du couteau. La première ici, c'est un méandre de la Mayenne, donc rivière qui passe en Anjou. Quand on ferme le couteau, ça a la forme du pétale du haut de la fleur de lys sur le blason de l'Anjou. Ça a quand même été un peu travaillé. Un poisson aussi s'est invité dans la forme. Alors, bon, rien à voir avec l'Anjou, il y en a partout des poissons. Mais c'est vrai que quand on est venu ici en 2018 s'installer dans la maison, ça a fait sens. Et, alors dernière chose, tac, quand on le pose sur la table, le couteau tient debout. Et la lame ne touche pas la table. Comme ça évite de désaffûter le couteau. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, exactement. Ok. Ça va être ce modèle-là. Super. On commence par l'assemblage des pièces métalliques. En fait, ce qu'on va faire, c'est contraindre le ressort à remonter. Et en fait, comme il a toujours envie de récupérer sa position initiale, il maintient la lame en position ouverte et il la maintient en position fermée. Est-ce que ça fonctionne? Alors, tu vas voir, c'est un peu dur au début. Mais c'est Parfait, c'est bon. On attaque une étape, donc pour vous ça va être rapide parce que je vais essayer de faire un montage simple, mais là ça peut prendre 1 heure. Parce que là tout ça c'est des essences de bois et là on va pouvoir choisir. Donc l'idée c'est qu'on va tout faire descendre en fait quoi. Il fait la grimace. Ce qu'on voit là ce sera vraiment le rendu visuel où il y a Ouais, encore... alors en fait vous allez mettre de l'huile de lin à la fin. Oui, il y a quand même de l'huile. Donc ça va foncer un petit Légèrement. peu et les veines vont ressortir. Et j'ai trouvé, de mon côté je vais prendre de la loupe d'orme. On va prendre un nœud à l'intérieur du manche. C'est l'étape décisive. Ouais. On arrive à la fin là. Donc c'est la petite touche de personnalisation qui est possible avec la gravure laser. Donc nous on a opté pour une petite fleur. T'es content? Ah ouais, magnifique. Ça faisait des années qu'Olivier rêvait de fabriquer son couteau. Désormais, nos jolis couteaux vont nous accompagner dans tous nos voyages. Grâce à Mayenne Tourisme, on a eu l'occasion de parcourir tout le département et d'aller à la rencontre d'artisans et de producteurs. On a découvert des activités en pleine nature et on a appris un peu plus sur l'histoire de ce petit bout de France. D'ailleurs, nous avons découvert d'autres lieux en Mayenne. Nos visites seront partagées sur l'Instagram de Mayenne Tourisme cet été. Pendant ces 10 jours à sillonner les routes mayennaises, j'ai pu me rendre compte que l'endroit d'où je viens, finalement, il est pas si mal. Parfois, on veut partir loin pour se dépayser, pour s'enrichir, et finalement, je réalise que très souvent, on a déjà tout ça autour de nous. N'hésitez pas à aller checker l'épisode 1, on a fait plein d'autres activités. Et on remercie Mayenne Tourisme pour leur confiance.